Bienvenue dans le débat. 34e jour de guerre au Moyen-Orient et on se pose une nouvelle fois la question, quels sont les objectifs de Donald Trump dans cette guerre au Moyen-Orient et combien de temps va-t-elle durer? L'allocution du président américain la nuit dernière répond-elle à ces deux questions? Trump a réitéré que tout se passait conformément au plan et qu'ils étaient proches de finir le boulot, dit-il, et il a promis de frapper très durement l'Iran dans les 2 à 3 semaines à venir pour le renvoyer à l'âge de pierre, dit-il. De nouvelles explosions ont d'ailleurs secoué l'Iran après les menaces de bombardement massif du président américain. Et Téhéran a promis en retour, bien sûr, des attaques dévastatrices contre les États-Unis et Israël. Au 34e jour de guerre au Moyen-Orient, finalement, quelles sont les intentions de Trump? Y voit-on plus clair? Et que prévoit Trump le jour d'après, notamment pour le détroit d'Ormuz? La guerre au Moyen-Orient affaiblit-elle encore un peu plus sa relation avec les Européens? Porte-t-elle un nouveau coup à l'OTAN? Trump s'est-il finalement enlisé dans cette guerre? On va poser ces questions à mes invités. Général Trinquant, bonsoir merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, auteur d'un monde à l'autre, et c'est aux éditions Robert Laffont. En face de vous, Karim-Émile Bittard, bonsoir, enseignant à Sciences Po, également professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci d'être là. Christian Chesneau nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter à Radio France, spécialiste du Moyen-Orient et puis co-auteur MBS confidentiel chez Michel Lafon, co-auteur donc avec Georges Malbruno. Le rebond n'aura pas duré, en tout cas la bourse de New York a ouvert en forte baisse, plombée par ces nouvelles menaces de Donald Trump en Iran. On va écouter un extrait de son intervention l'année dernière. Nous allons frapper l'Iran extrêmement durement au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre auquel ils appartiennent. En attendant, les discussions se poursuivent. Le changement de régime n'était pas notre objectif. Nous n'avions jamais parlé d'un changement de régime. Mais c'est arrivé car nous avons tué tous leurs leaders originaux. Ils sont tous morts. Les nouveaux chefs au pouvoir sont moins radicaux et plus raisonnables. Christian Chesneau, il vous a convaincu cette nuit. Le discours était un peu plus court que d'habitude. En tout cas, les marchés n'ont pas été convaincus. Là, on va vers l'escalade. Convaincu, ça serait difficile à dire. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à suivre. C'est-à-dire, depuis le début, c'est une espèce de jeu de piste où, effectivement, il y a des changements de pied toutes les heures. Parce que, effectivement, au début, on a parlé de changement de régime, le nucléaire, la marine. Enfin, voilà. Là, on est toujours dans le brouillard. Je crois qu'il y a personne sur la planète qui peuvent dire on est toujours dans le brouillard. Oui, et quand on parle, j'entendais le plan pour le jour d'après, on ne sait même pas le plan pour le jour d'aujourd'hui. Donc en 2003, les Américains n'avaient pas de plan pour l'Irak, là encore moins, j'allais dire. Vous êtes d'accord, Général Trinquant? Les objectifs ont quand même changé, puisque changement de régime, il a l'air de dire qu'il y a eu un changement de régime. On parlait du nucléaire, du balistique, du pétrole. Là, on a l'impression qu'il montre les muscles, tout simplement, dans ce discours. C'est quoi, la loi du plus fort? Non, mais on regarde toujours celui qui fait le show, qui fait le spectacle, le président Trump. Il y a toujours du show. On ne regarde pas celui qui dirige et qui a une vraie stratégie, c'est-à-dire M. Netanyahou. Lui, il a une vraie stratégie. Il veut un changement de régime. Alors, parfois, il est en train de changer un petit peu parce qu'évidemment, il sait qu'il ne peut pas réussir sans les États-Unis. Donc, il est obligé de se calquer un petit peu sur les réactions du président Trump. Mais lui, il a une vraie stratégie, changement de régime. Moi, je note qu'on est à la fin de la 5e semaine de frappe. Et dès le départ, il avait été annoncé 5 semaines de frappe. Et là, le président Trump annonce 2 à 3 semaines de plus. Ça veut dire que... En termes de frappe, ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre. Parce que sinon, 5 semaines de frappe, on passe à autre chose. Et là, il veut prolonger. Alors, est-ce qu'il prolonge parce qu'il n'a pas terminé ou est-ce qu'il prolonge les objectifs qui font que les 3 objectifs majeurs, pas ceux qu'il les définit maintenant, mais qui étaient le nucléaire, les missiles et le changement de régime. C'était les 3 objectifs. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on dit, je crois, M. Rubio qui annonçait donc des objectifs nettement en dessous, qui étaient, on a détruit la marine, on a détruit l'armée de l'air, et alors le changement de régime, parlons-en, il n'y a pas de changement de régime, il y a un changement de dirigeant, c'est pas la même chose. Il y a le même régime, avec des dirigeants différents. Donc je crois qu'aujourd'hui, le président Trump, lui, il cherche une porte de sortie, mais il a à côté son
coéquipier, j'allais dire, le Premier ministre Netanyahou, qui lui considère qu'il n'a pas atteint ses objectifs, donc il n'a pas besoin d'une porte de sortie maintenant, puisque sa porte de sortie, c'est vraiment de mettre le régime à plat. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il ne cherche pas une porte de sortie, justement, Donald Trump, Karim-Émile Bittard? On apprend à l'instant, d'ailleurs, qu'un centre de logistique américain a été touché par des drones à Bagdad, donc en Irak. Lui doit certainement commencer à chercher un plan de sortie. Il se rend compte que ce dans quoi il s'est engagé n'est ni une excursion, ni une opération spéciale dans le vocabulaire poutinien qu'il avait utilisé. Il se rend compte qu'on est dans une véritable guerre. Et ce qui était significatif dans son discours hier, c'est qu'il a dit ça fait 34 jours, mais ce n'est rien par rapport aux 19 ans de la guerre du Vietnam. C'est ça, il a parlé de la guerre du Vietnam, il a parlé de la guerre d'Irak. La Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire que dans son inconscient, du moins, il réalise qu'il y a un véritable risque d'enlisement. Sur la stratégie, je suis persuadé qu'il n'en a pas la moindre idée lui-même. On est dans une logique d'étalage de puissance, de force brute. Vous vous souvenez de ce débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie il y a une trentaine d'années? Avec les gants de boxe. Tapie avait dit à Le Pen, c'était un autre débat, vous êtes un fanfaron, un hâbleur, un matamore, un tartarin. Trump est un matamore, c'est quelqu'un qui, en permanence dans la vantardise, mais un matamore également au sens étymologique, c'est-à-dire celui qui tue des morts, des Arabes, des musulmans plutôt, en le cas d'espèce dans le cas de l'Iran. On est dans une logique, ramener un pays à l'âge de pierre, on parle d'une des plus vieilles civilisations, et cela va très vite se retourner contre les États-Unis, parce que ça va faire ressurgir ce nationalisme iranien, même ceux qui sont très hostile à ce régime, quand il voit l'Institut Pasteur bombardé aujourd'hui, quand il voit le patrimoine culturel de l'UNESCO à Ispahan détruit, quand le ministre de la Guerre tweet « Nous allons vous ramener à l'âge de pierre, nous sommes en train de le faire », on voit que ce n'est pas le régime qui est uniquement ciblé, c'est la population tout entière, c'est le pays qui est ciblé. Et est-ce qu'on est, Christian Chesneau, quand il parle de 2-3 semaines de plus, donc ce que vient de dire le général, c'est qu'il n'a pas obtenu il n'a pas en fait rempli ses objectifs, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des objectifs clairs? Donc régime, général Trinquant dit, bon, il y a changement de régime, il y a effectivement les missiles balistiques, le nucléaire, bon, est-ce qu'ils vont aller, parce qu'il y a 2-3 jours, on pensait qu'il y aurait un commando, et d'ailleurs ça n'est toujours pas exclu, envoyé sur l'île de Karg pour saisir justement les pétroles, donc parce que le pétrole, ça, Donald Trump, il tient aussi. Non, mais le problème, c'est quand vous regardez l'Iran le 27 février dernier, l'Iran était prêt à signer un accord léonin, notamment prêt à remettre les matières fissiles enrichies. Voilà, on était presque à un accord, ce que disaient les Omanais et les Iraniens. On avançait en tout cas. Il y avait des négociations. Il y avait un process qui avançait et qui aurait pu donner des choses. Hein. On a aujourd'hui l'Iran, donc, qui effectivement contrôle le détroit d'Ormuz, qui est en train de chasser tous les Américains du Moyen-Orient, notamment en Irak. Là, les Américains, en combien de temps ils vont rester? Ça se trouve, ils vont partir. Là, ils sont sous l'eau. Les bases américaines sont sous pression. Il y a cette attaque de drone à Bagdad, là, contre le ils sont en train américain. de les chasser. En fait, ils sont en train de les chasser de la région. Ils sont en train, évidemment, les Iraniens, le régime, en tout cas, de se bunkériser. Ils ont prévu, effectivement, une guerre asymétrique qui peut durer des semaines, voire des mois. Donc là, on n'a pas un Iran, évidemment, qui est sous les bombes. Comme l'a dit Karim-Émile, il y a un effet drapeau. Aujourd'hui, le fameux cinéaste Jafar Panahi, qui avait quitté l'Iran, qui était un dissident, rentre en Iran pour finalement être au milieu des siens. Donc finalement, le résultat, le changement de régime, oui, l'affaiblissement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pertes. Voilà. On ne parle plus du tout maintenant de couper la tête du régime. Hein. Au début, il y a eu beaucoup de têtes qui sont tombées, des infrastructures. Lui dit que le régime a déjà changé. Oui, mais sauf que là, ce qu'on frappe, on disait tout à l'heure, c'est des usines d'aluminium, c'est des ponts, c'est des musées, c'est des hôpitaux, c'est des écoles. Donc là, on n'est plus du tout dans la même logique. On est déjà sur la réputation des États-Unis dans le monde. Pardonnez-moi, général. Quel est l'impact? On peut déjà le mesurer? L'impact est considérable. D'abord sur les pays du Golfe. Parce qu'il faut se souvenir que les pays du Golfe n'étaient pas favorables à cette opération. Ils ont essayé d'en dissuader les États-Unis. Les États-Unis ne les ont pas écoutés. Ils ont lancé leur opération et ils se font frapper par l'Iran. Donc il y a un double problème. On ne peut pas avoir confiance dans nos alliés parce qu'ils ne nous écoutent pas. Et puis l'Iran, avec lequel il faut se rappeler que l'Arabie saoudite avait fait un accord par le truchement de la Chine avec l'Iran, l'Arabie saoudite est frappée par l'Iran aujourd'hui. Donc il y a vraiment dans le Golfe
une question qui va se poser après cette guerre en disant on nous a mis dans une situation épouvantable, on est en train de tout changer, mais on ne va pas au bout. Parce qu'à la limite, le régime serait changé, ce qui en prend pas le chemin pour l'instant. On se dirait, bon, bah ok, il y a une redistribution des cartes, on revoit les choses. Mais là, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais l'impact va être quand même durable. Mais non, mais dans la exactement, région. l'impact va être durable avec, bien sûr, toutes les destructions industrielles, non seulement en Iran, bien sûr, mais dans les pays du Golfe aussi. Ils vont mettre des années, si j'ai bien compris, à être Bien sûr, réparés, bien toutes sûr. ces infrastructures Reconstruire énergétiques. tout ce qui est industrie gazière, pétrolière, aluminium, etc. Ça va prendre très longtemps. Et donc, ils ont beau avoir une assise financière importante, ça entame complètement le développement qu'ils étaient en train de faire. D'ailleurs, au passage, on parle toujours du pétrole pour Hormuz. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les engrais, c'est l'aluminium, c'est l'hélium, c'est tout ça. Et qui se doutait que tout ceci était fabriqué dans le Golfe? C'est là qu'on découvre, à chaque guerre, on l'avait découvert avec l'Ukraine, on le découvre là dans le Golfe, que finalement, nous dépendons énormément de fabrications qui sont faites ailleurs. Ah oui, parce que pour les pays du Golfe, c'est le pire scénario. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant des années, c'était le parapluie américain, le pétrole contre la sécurité. On voit qu'aujourd'hui, la sécurité, alors oui, ils interceptent des missiles, notamment aux Émirats, mais ça passe quand même beaucoup. Les Américains ne sont pas très présents, enfin, ne sont pas aux côtés vraiment des Golfiens. Les Français, eux, sont très présents avec les Américains. Donc, il y a effectivement un test de crédibilité pour les pays du Golfe qui ne vont pas non plus rentrer dans les accords d'Abraham, parce que faire la guerre aux côtés des Israéliens qui sont en train de massacrer le Liban et de tirer un peu partout et massacrer des Palestiniens. Donc finalement ça bloque tout et donc vous avez des pays du Golfe qui sont un peu tétanisés, qui sont un peu effectivement un peu déboussolés. Et puis en face vous avez l'Iran. On parlait des destructions, mais ils vont vouloir reconstruire et c'est pour ça qu'ils veulent mettre la main sur le détroit d'Ormuz parce que eux veulent faire payer et ils vont faire payer notamment les pays du Golfe parce qu'ils vont pas se laisser détruire comme ça et regarder les autres. Donc il y aura aussi une après redéfinition quand même importante. complète de la région. Et on va revenir sur le détroit d'Ormuz, mais avant je voulais vous montrer la une de The Economist cette semaine. N'interrompez jamais votre ennemi quand il fait une erreur. Hein. Donc ça c'est évidemment Xi Jinping qui est derrière, qu'on voit et qui dit n'interrompez jamais votre ennemi quand il fait une erreur. Et au premier plan vous avez flouté Donald Trump. C'est une erreur, on peut dire ça aujourd'hui, Karim Bita. Cette guerre, certainement, les Chinois, et ça profite aux Chinois, aux Russes peut-être boivent aussi. du petit lait, et les Russes aussi. Vous faisiez mention des alliés des États-Unis. Il a quand même réussi à s'aliéner la quasi-totalité des alliés traditionnels des États-Unis. Lorsque Bush est allé en Irak, il y avait avec lui Tony Blair, il y avait l'Espagnol José María Aznar, il y avait les pays d'Europe de l'Est. Là, il n'y a plus que lui et M. Netanyahou. Même les Polonais commencent à se poser des questions, à refuser qu'on se ravitaille chez eux, alors qu'ils sont très dépendants des États-Unis. On ne peut pas, d'un côté, déclencher une guerre de cette envergure sans même, je ne dis pas consulter, mais du moins informer un pays comme la France qui a tellement de bases dans la région, et ensuite venir dire aux pays européens, débrouillez-vous, allez ouvrir le détroit d'Ormuz vous-même, et dire aux pays du Golfe, c'est vous qui allez refinancer la reconstruction de toute la région. Mais c'est vous ce qu'il ajoutez fait, à cela les injures personnelles sur le prince héritier d'Arabie Saoudite, sur Emmanuel Macron, sur tant d'autres, ça fait quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler d'Occident collectif. Déjà, je n'aimais pas cette expression, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'Occident collectif. Il y a un vrai gouffre entre l'Europe et les États-Unis. Oui, on va y revenir d'ailleurs sur ce gouffre entre les États-Unis et l'Europe. Vous êtes d'accord? Oui, mais moi je voudrais revenir sur les deux alliés de l'Iran, les deux grands alliés. Et seuls, c'est la Chine et la Russie. Alors, du côté Vladimir de la Chine, Poutine a donné la un Chine, coup de fil à MBS apparemment. MBS, le prince héritier saoudien. ouais, mais Donc, la Chine, en fait, elle compte les points. Elle regarde, ça l'intéresse beaucoup. Alors, évidemment, elle a besoin du pétrole iranien, donc, mais apparemment, un certain nombre de bateaux passent. Quand mais même. elle compte les points. Elle a un bateau espion dans le coin qui doit écouter tout, enregistrer tout, et qui compte les points en se disant, tiens, pour Taïwan, tout ça, ça peut servir. Qu'est-ce que les États-Unis sont capables de faire ou pas? Pour la Russie, moi, je dis tout le temps à nos amis américains, regardez bien. C'est la Russie qui donne les images qui permettent de tuer des soldats américains sur les bases, de détruire l'AWACS, de détruire c'est la Russie qui donne ces images-là.
Alors pourquoi est-ce que vous êtes gentil avec M. Poutine, qui n'hésite pas à donner des images à celui que vous êtes en train de combattre? C'est quand même quelque chose de scandaleux. Donc, Au contraire, il lève les sanctions contre la Russie en plus pour laisser passer ben oui, le alors pétrole. Donc, mais oui, parce que on tout n'est ça, pas du c'est le tout- pétrole. Alors, on ne va pas revenir sur le haut et les bas du pétrole et l'argent qui rentre dans les caisses de la famille Trump, mais quand même, il y a quelque chose de scandaleux derrière tout ça, ce mélange des genres entre un chef d'État qui, en même temps, permet à ces sociétés tenues par ses enfants de faire du business. En ayant, c'est même pas un délit d'initié, puisqu'il n'est pas initié, c'est lui qui initie. Donc forcément, vous comprenez, c'est tout à fait scandaleux. Sur le détroit d'Ormuz, justement, Trump qui affirme, vous le mentionniez, qu'il sera ouvert. Alors lui, il dit qu'il sera ouvert naturellement après la guerre et que ça ne concerne d'ailleurs pas les États-Unis. On va l'écouter, c'est toujours un extrait donc, du discours de l'année dernière. Les pays du monde qui dépendent du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz doivent veiller sur ce passage. Ils doivent le protéger, ils doivent s'en emparer et le protéger. Ils peuvent le faire facilement. Nous leur apporterons notre aide, mais c'est à eux de prendre l'initiative pour protéger ce pétrole dont ils dépendent si cruellement. Christian Chesneau, donc c'est débrouillez-vous. Oui. C'est un peu ça. Donc il y a une réunion aujourd'hui d'une quarantaine de pays à l'initiative de la Grande-Bretagne, Anglais, du Royaume-Uni. Ils aimeraient trouver des solutions, tous ces pays européens et d'autres, mais sans les États-Unis. Mais qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue américain, qui finalement, ils ont toujours été garants de la liberté de circulation des mers. Les États-Unis, ça faisait partie un peu des grands principes. Et puis là, c'est débrouillez-vous. Et en plus, le détroit d'Ormuz, il va y avoir probablement une taxe parce que les Iraniens vont le contrôler. Et au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, les États-Unis, c'était le gendarme du Golfe depuis 1945, avec le Shah d'Iran, etc. Donc c'était eux, la police, les grands gendarmes, et rien ne se faisait sans eux. Et là, effectivement, il y a une espèce on dézoome, et là, ils sont en train de partir, on ne sait où. Ils ont leur base, ils sont sous pression. Comme on l'a dit, il n'y a pas que le pétrole, il y a le gaz. Tous les méthaniers du Qatar ne passent plus, et plus tout le commerce. Donc là, on est dans une situation où c'est quelque chose de stratégique. Et là, quand on entend Trump, il a l'air de s'en désintéresser, les CO2. Les autres ne feront rien, faut pas s'illusionner. C'est-à-dire que les Européens, en tout cas, aujourd'hui, ils ont affiché une espèce d'unité en disant... Personne va mettre un bateau dans le Golfe. Libérer le détroit d'Ormuz. Ils le feront après. Et d'ailleurs, le président Macron l'a dit en Asie, ce serait trop risqué, c'est irréaliste de faire ça. C'est-à-dire que là, le bateau qui passe, il est coulé, un bateau de guerre. Donc là, on va attendre. Après, il y aura peut-être des négociations, mais au stade où on en est, le détroit d'Ormuz est contrôlé par les gardiens de la Révolution. Général Trinquant, déjà sur ce principe de liberté des mers, c'est terminé la liberté des mers? Non mais regarde, la liberté des mers, reculons de 5 semaines avant le 28 février, le détroit d'Ormuz était parfaitement libre de circulation. Oui. C'est la guerre lancée par les Américains qui a conduit à cette situation-là. Donc je conduis à cette situation qui amène au contrôle, pas le blocage, je dis bien, il n'y a pas de blocage. Le contrôle par les passes d'Aran du détroit d'Ormuz. Et maintenant, je vous dis, débrouillez-vous. Évidemment, tous les pays regardent en disant on y a intérêt, mais on ne pourra le faire que quand la guerre sera terminée, qu'il y aura un accord. Et à ce moment-là, on pourra s'occuper d'avoir le détroit d'Ormuz libre. Alors comment, à partir du moment où les États-Unis disent ce n'est pas mon problème, ça voudrait dire qu'il y aura une coalition entre ces différents pays? Ça ne peut pas passer sans un accord avec les Iraniens. Oui. Je le rappelle. Je voudrais juste donner un autre exemple. C'est Bab el-Mandeb, l'entrée de la mer Rouge. Voilà. Là, vous avez deux opérations. L'opération américaine qui matraque les Houthis pendant quelques semaines. L'opération européenne qui escorte les bateaux. Mais en fait, il n'y a plus de bateaux qui passent par là. Tous les bateaux font par le cap de Bonne-Espérance. La grosse différence, c'est qu'Ormuz, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, vous avez il y a un oléoduc qu'ils sont en train de construire à travers la Méditerranée. Oui, mais uniquement pour le pétrole, pas pour le reste. Le reste, les conteneurs, il faut bien qu'ils rentrent dans le Golfe, parce que dans le Golfe, les pays du Golfe ont besoin de toutes les marchandises qui arrivent de partout. Donc, le pétrole est un sujet, mais ça n'est qu'un sujet. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a d'autres choses. Et là, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors si, les Émirats arabes unis ont un port... Fujira, que j'ai découvert. Qui est bombardé. Qui est bombardé parce qu'ils ont bien compris que ça permet d'éviter le détroit d'Ormuz. Mais ce n'est pas la panacée. Je veux dire, tout ne peut pas passer par là. Et donc, il va falloir s'occuper du détroit d'Ormuz, mais ça ne peut se faire qu'avec un accord des Iraniens. Oui. Sinon, il n'y aura rien. Ce qui est incroyable, c'est qu'en 25 ans, les Américains ont fait deux immenses cadeaux à l'Iran. En 2003, ils livrent l'Irak sur un plateau à l'Iran,
avec une influence maintenant considérable et qui aujourd'hui joue un rôle très important. Donc les milices chiites sont en train de harceler les Américains en Irak, ils vont certainement partir. Et puis là, ils viennent de livrer clé en main le détroit d'Ormuz. Et évidemment, maintenant que les Iraniens ont la clé, ils ne vont pas la lâcher. En tout cas, ils vont la négocier très très cher. Karim Bitar, donc ça veut dire que là, on est quand même dans déjà un changement. Il y a ce conflit, il y aura déjà un changement même après ce conflit. Est-ce que ces pays, à votre avis, donc cette quarantaine de pays sans les États-Unis, peuvent passer un accord avec l'Iran pour qu'il y ait une libération de ce fameux détroit d'Ormuz? Puisque si je comprends bien, les alternatives n'existent pas, ou en tout cas, elles sont très réduites. Sans accord avec l'Iran, quand bien même ils le voudraient, quand bien même ils seraient tous unis, ils n'y parviendraient pas. Non seulement pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons politiques. Tant que les Iraniens n'ont pas d'armes nucléaires, pour eux, c'est la dissuasion ultime, c'est de contrôler ce détroit d'Ormuz. C'est le moyen, l'outil de chantage. Et donc, au minimum, ils pourraient le monnayer. Ça serait ça. Ils pourraient le monnayer, ils commencent déjà à le monnayer. Et là aussi, les Chinois profitent. On est en train de passer du pétrodollar au Yuan. Au renminbi. Exactement. Il est vendu dans la monnaie chinoise. Exactement. Vous avez évoqué les sanctions qu'il a levées sur la Russie, mais il a également suspendu les sanctions sur l'Iran en pleine guerre. 14 milliards de revenus offerts à un adversaire en pleine guerre. Et on va expliquer pourquoi il a suspendu, en fait. Pour éviter des pressions inflationnistes, pour éviter pour laisser passer le prix du pétrole iranien. Ne commence, parce que ça commence à affecter nos vies quotidiennes en Europe et aux États-Unis. J'ai été coincé sur le périph' avant-hier. Il y avait des camions qui faisaient une opération escargot, semble-t-il, pour protester contre cela. Donc ça va affecter les Européens, les Américains. Et puis aller à la télé, dans son discours, se vanter d'avoir détruit la marine iranienne, c'est bien sympathique, mais ce n'est pas la marine de l'Empire britannique quand il contrôlait les Indes. Ils savent comment faire pour miner le détroit d'Ormuz. Pendant la guerre Iran-Irak, ils l'avaient fait. Mais dire qu'on a détruit leur aviation, détruit leur marine, ce n'est pas très significatif. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les drones et la capacité de nuisance à travers leurs alliés régionaux. Et leurs alliés régionaux continue d'avoir de la ressource. On pensait que le Hezbollah était considérablement affaibli. Déjà en 2006, c'était exactement la même rhétorique. Il y a eu une israélisation du discours américain. On nous disait déjà, nous allons ramener le Liban à l'âge de pierre. C'était un chef d'état-major israélien. Nous allons éradiquer le Hezbollah. On se retrouve 20 ans après avec un Hezbollah qui est encore là, qui continue de balancer des tas de missiles sur Israël. On se demande comment il parvient. Les canaux d'approvisionnement avaient été coupés. Il semblerait qu'il y a aussi une capacité de production sur place de drones. Il y a de l'argent qui a continué à entrer après la défaite de novembre 2024, 1 milliard de dollars en cash qui sont entrés au Liban. Et c'était prévisible qu'en attaquant l'Iran allait lâcher la bride à tous ses alliés régionaux. Ils sont faits pour ça. C'était l'assurance vie du régime. Dès que le régime a senti qu'il y avait une menace existentielle, qu'on voulait le faire tomber, il a fait sauter toutes les digues qui restaient. Alors évidemment, le pari, c'est si on coupe la tête, entre guillemets, de l'Iran, les proxys vont en souffrir. C'est ça le calcul. Là, on revient à la stratégie de M. Netanyahou. Et stratégiquement, il a raison. Le Hamas, le Hezbollah, les milices en Irak, l'ancien gouvernement syrien, c'est plus le cas avec celui actuellement, les Houthis, tout ça, c'est alimenté par Téhéran. Donc, il faut couper la tête. Il a raison. Le problème, c'est l'appréciation renseignement qui mène à une opération qui ne réussit pas. C'est-à-dire que je pense que M. Netanyahou a réussi à convaincre M. Trump. Oui, j'ai les cartes pour pouvoir le faire, donc on va le faire. Donc la première opération où il coupe la tête, effectivement, ça marche. Sauf que le régime s'est organisé et que vous coupez la tête, il y a l'adjoint de la tête, l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint, et puis vous n'y arrivez pas. En plus, ils se sont organisés pour une guerre asymétrique, effectivement, en décentralisant complètement le système de commandement et en pouvant frapper avec, certes, des missiles, mais surtout beaucoup de drones, parce que ça se fabrique par milliers dans le Golfe. C'est extrêmement dangereux. C'est ça la surprise aussi des Américains, c'est cette guerre finalement qui est devenue une guerre de drones. Pour deux raisons. D'abord parce que la défense des pays du Golfe a été faite contre les missiles, pas contre les drones. Et donc les drones les surprennent. Ensuite, le drone tout bêtement parce que dans le Golfe, ça va au ras des vagues et donc les radars ne sont pas capables de les détecter de la même façon. Et donc, ils sont extrêmement dangereux. Et ceux-là sont produits par milliers. Donc, ça donne une arme très efficace pour une guerre asymétrique.
Moi, j'ai l'impression que lors de la guerre des 12 jours, donc l'année dernière, en juin 2025, l'Iran est en retard d'une guerre. C'est-à-dire qu'ils ont été surpris, ils étaient en pleine négociation. Moi, j'ai eu des contacts avec les Iraniens qui m'ont dit on a été tétanisés, paralysés. Ils nous ont notamment visé les lanceurs de missiles, etc. Donc, on a été vraiment désorganisés. La guerre s'est arrêtée au bout de 12 jours, mais aujourd'hui, la guerre les Iraniens sont en avance d'une guerre par rapport aux Israéliens parce que, évidemment, ils ont tiré les leçons. Ça, Abbas Araghchi nous l'avait dit à Paris quand il est passé. C'est-à-dire qu'on a vu, les Israéliens ont vu nos faiblesses, mais on a vu les leurs. Et donc, on s'est organisé, comme le dit le général Trinquant, en système d'alvéoles, décentralisé, guerre asymétrique. Ils ont boosté leur production de drones, de missiles. Nos amis chinois et russes ont donné un petit coup de main par derrière. Et donc, ils étaient prêts. Et moi, effectivement, suivant les négociations effectivement, avec les Américains et les Iraniens, ils me disaient, bon, oui, la négociation, oui, mais on prépare aussi la guerre. Et en fait, dès le premier jour de 2025, quand il y a eu le cessez-le-feu, ils préparaient déjà la guerre. Donc, il n'y a pas eu de surprise et donc, ils étaient prêts, quoi. Ils étaient prêts, oui. Et alors, Trump, qui a multiplié en plus ses attaques contre les alliés européens, notamment, en parlant de la France, disant que la France est très peu coopérative, parce qu'elle n'a pas laissé passer des avions militaires américains qui allaient en direction, et israélien, me semble-t-il, qui est allé en direction donc, vous m'expliquerez d'ailleurs, Général Trinquant, parce que ce n'était pas très clair. En tout cas, Trump s'est vraiment fâché contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a répondu, il est en Corée du Sud en ce moment. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade, pour un cessez-le-feu. Oui, parce qu'il a aussi dit qu'en fait, il était soumis à Brigitte Macron. Enfin, voilà, c'était la multiplication des insultes du côté de Trump. Mais justement, Général Trinquant, sur cette histoire d'avion militaire qui ne devait pas passer dans le ciel français, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on dit que c'est au cas par cas en France, qu'on va laisser un avion passer, mais peut-être pas l'autre. Alors, il y a deux choses. La base d'Istres, qui est une base sur laquelle nous avons nos ravitailleurs, est ouverte pour que les ravitailleurs américains puissent venir se ravitailler et passer. Ça, c'est très clair. Ensuite, vous avez des avions, pas mal d'avions, les bombardiers stratégiques B-52 en particulier, qui viennent d'Angleterre. Et donc, pour aller au Moyen-Orient, ils passent par le ciel français. Alors, ils le font aussi. Là, il semble qu'il y ait eu un problème sur un avion qui n'a pas eu son autorisation pour y aller. Et du coup, c'est monté en mayonnaise. J'allais dire, c'est du grand Trump, ça. C'est comme les histoires de Brigitte Macron. Je veux dire, une fois qu'il part en roue libre, vous l'arrêtez plus. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu vraiment de problème. Je rappelle qu'avec l'Espagne, il y a eu un vrai problème. Il y a eu une interdiction. La France, au contraire, a donné l'autorisation. Donc, il y a probablement eu, et je n'ai pas l'information, je n'ai pas réussi à l'avoir, sur un avion, mais ce qu'on m'a retourné, c'est que ça n'était absolument pas une interdiction de survol des avions américains. Et puis alors l'autre menace, elle vient même d'ailleurs du côté de Marco Rubio et Karine Bittard, c'est les États-Unis vont sortir de l'OTAN. Donc c'est plus les Européens doivent financer simplement l'OTAN, c'est les États-Unis vont sortir. Ça pourrait être le cas une fois la guerre conclue. Ça fait longtemps que ça lui trotte dans la tête et ça aussi, ce serait du pain béni pour Vladimir Poutine. Ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui défend l'OTAN, alors qu'il y a quelques années, il disait c'est en situation comateuse, etc. Donc il y a un vrai retournement. Le monde est en train d'être entièrement bouleversé. Et j'ai trouvé intéressant ce que disait Christian sur le fait que les Iraniens ont tiré la leçon de la guerre des 12 jours, parce qu'il s'est passé la même chose au Liban. En 2024, le Hezbollah était complètement largué parce qu'il menait une guerre semblable à celle de 2006. Il faisait la guerre d'avant, alors qu'Israël avait radicalement changé les techniques, pénétré à travers ses services de renseignement humains et l'intelligence artificielle, le cœur du Hezbollah, a réussi à les décapiter. Aujourd'hui, on semble voir que le Hezbollah s'est refait une santé et pourrait entraver une invasion terrestre qui est en cours. Cette invasion, elle semble aujourd'hui décidée et quand on parle de zone de sécurité, c'est un euphémisme, on parle de 1 million de Libanais qui ne vont pas pouvoir revenir chez eux, tout le sud Liban évacué. Jusqu'à présent,
présent, il y a encore quelques tentatives de résistance. Je ne pense pas que le Hezbollah pourra entraver, comme en 2006, cette avancée israélienne. Il ne dispose plus de la même force de frappe. Mais en tout cas, son narratif pourrait être remis en selle par cette stratégie maximaliste israélienne. Si on annonce qu'on va de nouveau occuper le Liban, certains parlent même d'annexion, ça va de nouveau légitimer ce discours appelant à la lutte armée. Et on est loin donc d'une paix, là, Christian Chesneau. Et sur la relation avec les alliés, est-ce que vous pensez aussi que les États-Unis pourraient quitter littéralement l'OTAN ? Moi, je sais pas, mais là, effectivement, compte tenu de tout ce qui se passe, des changements de pied, etc., on sent bien que tout est sur la table. On est dans une espèce de maelstrom. Alors après, si les Américains quittaient l'OTAN, ça serait un séisme sur le continent, etc. On n'en est pas encore là. Mais pour revenir sur le Hezbollah, je pense qu'il y a deux choses sur le plan militaire. C'est évidemment, le Hezbollah est moins fort, mais il a quand même deux atouts et qui changent sur le terrain. C'est les drones. Effectivement, apparemment, ils ont beaucoup de drones. Donc ça, il n'y a pas besoin, de beaucoup d'hommes. Décidément, la guerre des drones, finalement, fabriqués sur place. Donc ils ont leurs petits ateliers, etc. Et puis ils ont les gros missiles qui sont dans la BK. Et là, ils peuvent viser les stocks. C'est-à-dire que là, il y a du stock, donc ils peuvent tenir encore quelques semaines. Donc là, au plan militaire, oui, il y aura certainement une invasion, en tout cas une offensive israélienne qui va essayer de progresser. Mais ça va être compliqué. Puis après, on entre dans quelque chose, d'une occupation. Donc là, on revient finalement en 78. Donc, est-ce que les Israéliens vont pouvoir rester, parce que, comme on disait Karim et Émile, c'est-à-dire que ça ressoule, évidemment, même si les Libanais étaient très divisés sur la question du Hezbollah, y compris chez les chiites, qui en avaient assez de ces guerres perpétuelles, là, c'est un peu comme en Iran. C'est-à-dire que l'effet drapeau, c'est-à-dire qu'on est Libanais, on est Iranien, et là, on a des étrangers, un envahisseur qui vient, effectivement, nous envahir et nous occuper. Général Trinquant. Alors, 2 points. Je vais parler également de Hezbollah, bien sûr, et du Sud-Liban. Il se trouve que j'ai commandé un bataillon là-bas à l'époque où Israël occupait le Sud-Liban. Donc, connaît un peu le sujet. Simplement sur les alliés. Je reviens sur les alliés. Est-ce qu'ils pourraient partir ? Est-ce que les États-Unis peuvent décider ? D'abord, il ne peut pas décider tout seul. Non, Trump. c'est le il faut qu'il y ait une décision du Congrès. Donc il doit y avoir un vote du Congrès. C'est parfait. Ensuite, les militaires américains, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de quitter l'OTAN. C'est une façon pour eux de diriger un peu les opérations, le genre, etc. Moi, en tant que Français, vous savez, on a l'habitude de ça. On se dit que ça serait une bonne occasion. Ça serait une bonne occasion parce que nous voulons un OTAN avec des Européens. Et des Européens aux commandes, et non pas au garde-à-vous devant les Américains. Donc on aurait les moyens. Ça changerait. Pas aujourd'hui, mais demain probablement. On est en train de se transformer. Et la coalition des volontaires et les exercices qu'on monte aujourd'hui sans les Américains. Défense aérienne sans un seul avion américain. On est en train de progresser là-dedans. On pourrait ne plus en avoir besoin. Non, mais on doit s'y préparer. Et quand je dis, nous Français, pourquoi ? Parce que nous, on a été biberonnés par le général de Gaulle à l'indépendance. Les autres pays européens, ils n'ont pas du tout envie que les Américains s'en aillent. Nous non plus d'ailleurs. Mais on doit se préparer s'ils veulent partir. Et un point donc sur le Sud-Liban. Donc j'y étais quand le Sud était occupé jusqu'au Litanie. La grosse différence là, c'est qu'ils veulent vider la population, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils oublient, parce qu'ils se moquent beaucoup de l'ONU et de l'armée libanaise, etc. En 2006, ils ont été très contents qu'on déploie 14 000 soldats européens sous casque bleu pour permettre à l'armée israélienne de se retirer à peu près correctement d'une opération qui tournait mal. Et ils oublient aussi que ces opérations, systématiquement, ont donné de l'eau au moulin au Hezbollah, qui s'intitule « La résistance ». Ça y est, c'est nous résistons à l'envahisseur. Alors que, pour une fois, depuis un moment, le gouvernement libanais avait décidé qu'il fallait absolument désarmer le Hezbollah. Et à mon avis, une opération, alors c'est facile à dire, c'est plus compliqué à monter, mais les Israéliens, se mettant d'accord avec les Libanais, auraient pu s'occuper différemment du Hezbollah. Or, ils ne l'ont pas fait du tout. Ils ont fait comme d'habitude, avec leur gros sabots, j'allais dire. Et donc, ils donnent de l'eau au moulin. Et effectivement, beaucoup de Libanais qui ne voulaient plus entendre parler du Hezbollah, maintenant, sous les bombes israéliennes, quand même, se posent des problèmes, quoi. Alors, le Hezbollah s'est quand même aliéné une partie significative des Libanais. Il a perdu la plupart de ses alliés chrétiens sunnites. Il ne va pas les regagner. Mais c'est vrai qu'on peut être très hostile au Hezbollah sans accepter que le sud du pays soit annexé ou occupé par Israël.
Israël, d'autant plus qu'ils semblent vouloir peut-être aller au-dessus du Litanie pour faire la jonction également avec les zones qu'ils ont occupées et annexées en Syrie. Donc il y a également à l'œuvre une stratégie du chaos et de la fragmentation. On joue sur les angoisses existentielles des Druzes dans le sud de la Syrie, demain peut-être de certains chrétiens radicaux au Liban, des Kurdes. Donc cette stratégie de vouloir fragmenter le Moyen-Orient en mini-États communautaires remonte à loin dans l'histoire d'Israël et pourrait être aujourd'hui de nouveau réactivée. La Chine, puisqu'on a parlé de cette une de The Economist aujourd'hui, ils se sont exprimés, en tout cas par l'intermédiaire de leur ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. La cause première des perturbations de la navigation dans le détroit d'Ormuz réside dans les opérations militaires illégales menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Seul un cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités préserveront fondamentalement la sécurité et la fluidité du trafic maritime international. Toutes les parties doivent œuvrer ensemble pour apaiser la situation et éviter que le conflit ne s'étende à l'ensemble de la région. Alors c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. On vient de l'entendre. Un mot, Dominique Trinquant, sur ce qu'elle vient de dire. On apprend aussi que le ministre des Affaires étrangères russe est en train de parler, de discuter avec le ministre des Affaires étrangères iranien sur le détroit d'Ormuz. Donc on voit bien que tout de même, c'est ce détroit d'Ormuz qui intéresse tout le monde, y compris les Chinois et les Russes. Alors là, vous allez me permettre de remettre l'ONU en selle sur ce sujet-là, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait une résolution du Conseil de sécurité pour traiter du sujet d'Ormuz. Ah oui. Et une résolution du Conseil, ça veut dire les 5 permanents qui sont d'accord. Les Américains, les Britanniques, les Français, les Chinois, on le voit, sont d'accord. Il faut que les Russes soient d'accord. Et une fois que vous avez et c'est possible, simplement une fois que vous avez... d'accord sur quel principe, du coup? Le principe de la liberté de naviguer dans le détroit d'Ormuz. Mais une fois que vous avez une résolution, il faut qu'elle soit applicable. Et pour qu'elle soit applicable, il faut que les Chinois et les Russes mettent la pression sur les Iraniens, en leur disant maintenant liberté de manœuvre et donc on peut y aller. Et on voit bien qu'on n'est pas dans une opération guerrière sur le détroit d'Ormuz. Personne n'envisage ça. Finalement, tout le monde a intérêt à et donc on revient à l'accord des Iraniens. Parce qu'en fait, il y a deux types de résolutions. Les résolutions de l'ONU et les résolutions sous chapitre 7, c'est-à-dire avec application de la force. Et là, pour le coup, les Chinois, les Français et les Russes n'en veulent pas. Parce que là, ce qu'a dit Macron, c'est irréaliste. Donc, ça sera une résolution classique. Voilà, exactement. Donc là, on n'est pas dans une résolution avec la force. Donc, mais on peut y croire encore à une résolution à 5 dans le cadre de l'ONU avec justement un Donald Trump qui est totalement... Après, les Américains, c'est autre chose. Piétine. Ah oui, mais enfin bon. En tout cas, il peut y avoir aussi le texte, à mon avis, va être âprement discuté. Il peut y avoir aussi des choses très précises. On a parlé d'un corridor, pas humanitaire, mais un corridor qui laisserait passer, par exemple, les vivres ou les choses alimentaires. Donc il peut y avoir, notamment avec les pays du Sud global, qui sont très touchés par ça. Donc il peut y avoir des choses, voilà. Mais même ça, un corridor humanitaire, si les Américains en veulent pas, les Iraniens en veulent pas, il n'y en aura pas. C'est toute la gouvernance mondiale. Et les Iraniens ne sont pas au Conseil de sécurité. Sage, donc il faudra quand même qu'ils soient d'accord, qu'ils négocient avec ces... In fine, oui. On disait que l'OTAN était en coma cérébral. Si les États-Unis se retirent de l'OTAN, en fait, c'est clair, il n'y a plus d'OTAN. Il faudra imaginer autre chose, une nouvelle autonomie stratégique européenne, mais l'OTAN n'existera plus. Mais je crains qu'aujourd'hui, l'ONU aussi soit en état de mort cérébrale. Trump avait déjà lancé cette idée de Board of Peace qui est également mort-née. Et ça m'amuse de voir ces pays qui ont payé 1 milliard pour ce Board of Peace qui a tenu une dizaine de jours. Donc aujourd'hui, tout est à... Vous pensez qu'il est détruit, il n'existe plus, le Conseil de la paix de Trump? Est-ce qu'il a jamais existé? Toujours dans son esprit et dans la coalition de ceux à qui il force la main pour qu'il signe le chèque. Mais personne n'y croit véritablement. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour se substituer à l'ONU. Donc, quelles que soient ses imperfections, ce machin, comme l'appelait le général de Gaulle, restait le seul organisme capable de fixer certaines règles. Et même pour la FINUL, il va falloir imaginer un mécanisme pour se substituer à la FINUL. Parce qu'elle est censée quitter le Liban. Absolument. On a gagné un an grâce à la France. Israël et les États-Unis voulaient en finir déjà l'année dernière. On a gagné un an, mais elle est réduite aujourd'hui à un rôle d'huissier en train de noter les violations du cessez-le-feu. Et elle est directement ciblée par Israël et parfois par le Hezbollah. Des soldats de la FINUL qui sont en train de tomber. Je ne vois pas qui pourrait se substituer à cette force. Comment voyez-vous la suite, là, puisqu'il nous reste 3 minutes? C'est un peu la question. Sur le Golfe, écoutez, le président Trump a annoncé encore 2 semaines ou 3 semaines de frappe.
Il concentre des forces terrestres en attendant. Il y a 2 corps expéditionnaires des Marines, l'un est arrivé, l'autre va arriver. La 82e Airborne qui est arrivée, enfin une brigade est arrivée à Koweït, des parachutistes. Et donc, on est dans la même configuration qu'avant le 28 février. Souvenez-vous, concentration des forces partout, négociation en même temps. Et puis, le 28, la négociation n'a pas abouti, donc on passe à la force. On est dans la même configuration. Les Américains disent on continue à négocier. Mais bon, on ne voit pas très bien ce qui est négocié. Et donc, il y a un moment où les frappes ayant atteint un certain niveau de destruction, les forces terrestres sont là. Le président Trump devra prendre une décision qui est extrêmement risquée. Extrêmement risquée pour 2 raisons. D'abord parce qu'une opération terrestre sans mort, ça n'existe pas. Donc, body bag qui reviendront aux États-Unis, pour son électorat, ça va être extrêmement difficile. Et puis ensuite, incertitude sur sa réussite. Quel effet ça va produire sur le terrain, très difficile de le savoir aujourd'hui. Il n'y a que 12% des Américains qui sont favorables à des troupes au sol. Ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, on sent qu'au niveau diplomatique, ça commence à frémir un petit peu, mais il faudra du temps pour que ça aboutisse. On sent quand même l'escalade, parce que là, les dernières frappes en Iran, c'est des frappes sur des ponts, sur l'Institut Pasteur, on l'a dit, sur des écoles, sur une usine d'aluminium. Donc là, il va y avoir une rétorsion. D'ailleurs, les gardiens de la Révolution ont annoncé qu'on allait frapper des ponts, des usines, etc. Voilà. Donc là, malheureusement, je pense qu'on est encore dans une phase d'escalade pour les prochains jours. Évidemment, et on verra après ce que font les Américains, trop au sol ou pas, si évidemment quelqu'un dit stop, parce que le prix de l'essence augmente, y compris aux États-Unis. Mais là, on est encore dans une phase un petit peu d'escalade. Escalade, Karim-Emile. Escalade, hélas. Escalade, hélas. Bon, merci d'avoir été avec nous, Karim-Emile Bittard, Dominique Trinquant. Merci Christian Chesneau d'avoir participé à cette émission. Donc, pour voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ce 34e jour de guerre au Moyen-Orient. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et sur YouTube.